Le combat continue aujourd'hui, depuis cette journée du 2 juin que beaucoup qualifient d'historique. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a des gens qui vous appellent, des nouveaux amis, des hommes politiques, des femmes politiques qui prennent conscience de ce qui se passe autour de l'affaire Adama? Ce qui s'est passé ce 2 juin, là, comme tu le dis, c'est une date historique, c'est une date qui rentre dans l'histoire française et c'est un tournant qu'on a pris avec le peuple français. Quand on dit le peuple français, dans ces rues, on était plus de 80 000, toute classe sociale était présente, toute origine confondue, de tout âge. Tous a demandé la même chose. C'était le mot fort et clé. Ce jour-là, c'était justice. Justice pour tout le monde, justice pour Adama Traoré, justice pour George Floyd. Aujourd'hui, le peuple français prend ce combat, le combat vérité-justice pour Adama. Comme je l'ai dit, c'est un combat qui n'appartient plus que à la famille Traoré, mais qui appartient au peuple. Quand on se bat pour Adama Traoré, on se bat pour tous les Adama Traoré. On se bat pour la survie de nos hommes de quartier populaire et on dit stop à toutes ces discriminations et ces discriminations raciales. Donc oui, c'était un grand tournant et le nom de toutes ces personnes-là qui sont venues marcher rentre dans l'histoire. Ils pourront dire on a participé à un bousculement et un renversement. C'était ce 2 juin sur Paris. Et on a bravé l'interdit. Cet interdit qui a été bravé, où on y a été, où s'en est suivi après, où toutes les villes de France ont suivi. Et depuis, des rassemblements se font par milliers de personnes. Le rapport de force a marché. Ce rapport de force où 2 jours après, nous avons les partis politiques qui vont tous se souvenir ou connaître le nom d'Adama Traoré et l'évoquer. Nous avons les juges qui vont dire, des témoins que nous attendons depuis 4 ans, des témoins clés, des témoins importants, vont dire que les juges vont être entendus. Et Des contre-expertises? des contre-expertises, cette contre-expertise qui va venir dire qu'Adama Traoré est bien mort asphyxié sous le poids de ces gendarmes. Je rappelle qu'après la mort de mon frère, tout de suite après, lors de la première audition, les gendarmes, c'est pas moi qui le dis, les gendarmes vont dire Adama a porté le poids de nos 3 corps. Adama a subi un plaquage ventral. Adama a dit je n'arrive plus à respirer. Je n'arrive plus à respirer. Adama a uriné sur lui. Adama a piqué de la tête. Ça, ce sont les mots des gendarmes après la mort de mon petit frère. Donc aujourd'hui, cette expertise va dire qu'Adama est bien mort asphyxié. On va en tout cas, on ne va pas prendre celle que les juges ont sortie, fait par des spécialistes en gériatrie. Je te rappelle que à chaque fois qu'une expertise va sortir et mettre en cause les gendarmes, dire qu'Adama Traoré n'avait aucune maladie cardiaque et qu'il est bien mort asphyxié, les juges vont commander une expertise, et celle la dernière que nous appelons une expertise faite par des charlatans, une expertise faite par des personnes racistes. Il faut savoir qu'il parle de mon frère en disant qu'Adama Traoré est un sujet de race noire. Et ces spécialistes en gériatrie vont écarter la parole des spécialistes en cardiologie, 2 spécialistes qui vont dire qu'Adama Traoré n'est pas mort de cause cardiaque. Une spécialiste que les juges avaient nommée va dire qu'Adama Traoré avait même un cœur d'athlète. Aujourd'hui, nous saisissons les ordres des médecins, nous allons porter plainte, nous dénonçons cette fausse expertise. La dernière expertise va bien dire clairement et formellement, faite par un grand médecin prestigieux. Je rappelle que la famille Traoré n'a pas peur de la vérité. Si on avait peur de la vérité, on ne prendrait pas les plus grands experts dans cette affaire. Tous les actes que notre avocat, maître Yassine Bouzrou, demande depuis le début ont été systématiquement refusés. Vous avez peur également des intimidations parce que j'imagine que votre quotidien a changé. Quelques heures avant la manifestation, il y a eu une perquisition chez vous. C'est comment le quotidien d'Assa Traoré et des membres du comité? C'est des moments où on dit faut faire attention. Il faut savoir que depuis la marche, je reçois énormément d'appels en me disant fais très attention. Où on me rappelle des grands noms qui ont disparu après avoir pris la parole. Je leur dis on utilise l'arme la plus forte et la plus puissante, on n'a pas peur. On n'a pas peur de ce système-là et on ira jusqu'au bout de la vérité. Quelques heures avant la manifestation, ça montre le côté répressif de la France où on envoie la police chez moi. On envoie la police à Assa Traoré. C'est une forme d'intimidation. C'est une forme où on nous fait peur. Et depuis le début de la mort de mon frère, des menaces de mort on a eu, des lettres anonymes on en a eu. Et 2 heures avant, nous avons le préfet l'allemand qui va mettre un message sur les réseaux sociaux en disant que la manifestation est interdite. Et au même moment, j'ai la police qui arrive chez moi, mais j'étais pas là. Donc oui, c'est une forme d'intimidation, mais qu'ils le sachent, nous n'avons pas peur. Le comité Adama n'a pas peur. Et aujourd'hui, le peuple n'a pas peur. Le peuple est sorti dans la rue. Vous n'avez pas eu peur ni du préfet allemand, ni du Covid? Pas du tout. Aujourd'hui, on n'a pas eu peur de tout ça. Et je pense qu'après le Covid,
le peuple qui a touché, le Covid qui a touché le monde entier, les citoyens, les gens ne penseront plus de la même façon, ne consommeront plus de la même façon, ne regarderont plus de la même façon, n'écouteront plus de la même façon et ne se laisseront plus, en tout cas, piétiner ou être passifs par rapport à ce que le système leur offre. Et et la preuve, ils sortent dans la rue, ils sortent ce 2 juin, dire stop, où on est plus de 80 000, où on met le genou à terre, le poing levé, où on demande la vérité et justice pour Adama. Pendant le confinement, on a eu le droit à des lettres d'écrivains, d'écrivaines qui parlaient d'un monde d'après, qui rêvaient d'un monde plus écolo, plus zen, plus respectueux. Et en fait, le monde d'après qui est en train d'exploser à la figure du gouvernement, c'est le monde d'après d'une génération qui ne veut plus de violence policière. Bien sûr, le monde d'après, c'était le 2 juin. Donc tous ceux qui ont parlé de monde d'après, j'espère qu'ils étaient là. Parce que le monde d'après, il commence là. Il commence avec cette date, il commence avec le peuple français. Il commence quand le monde entier sort dans la rue et réclame la vérité, la justice, l'inégalité, la discrimination. Le peuple demande juste à vivre une vie la plus normale. J'espère que toutes ces personnes-là qui ont écrit, qui ont fait tous ces discours-là pendant ces 2 mois et demi étaient présents ce 2 juin-là. S'ils ne l'étaient pas, des prochains rassemblements vont être prévus. Nous sommes en train d'en préparer. La date va être donnée demain matin sur la conférence que nous prévoyons. Le monde d'après commence tout de suite avec nous. C'est pas après, c'est pas sur un monde qu'ils auront imaginé sur le papier, mais il commence sur le terrain. Quels sont vos rapports avec les associations comme SOS Racisme ou la LICRA, dont parlait aujourd'hui Christophe Castaner? Nous sommes la continuité du MIB, Mouvement des banlieues de l'immigration. Nous sommes porteurs de leur histoire. Aujourd'hui, si le comité Adama est là, c'est qu'il y a eu un énorme travail qui a été fait avant. Et ils ont été invisibilisés par SOS Racisme, dont tu parlais tout de suite. Ils se sont mis garants en tant que notre porte-parole. Ils ont étouffé nos voix. Ils ont étouffé la voix des personnes qui se battent comme le MIB, des personnes qui se battent dans les quartiers. Et en fait, il n'y a pas de porte-parole. Ils ne sont pas nos porte-paroles. Nous sommes nos propres porte-paroles. Et comment faire attention à la récupération politique? J'imagine que tout le monde, aujourd'hui, tous les hommes politiques, tous les partis, avec une gauche qui est en morceaux, veulent venir se coller aux côtés d'Assa Traoré. On continue dans la même lignée de ce qu'on fait depuis 4 ans. C'est que les seuls qui parlent de l'affaire Adama Traoré, c'est nous. Nous sommes les seules personnes qui pouvons parler. Les familles de victimes peuvent parler et ne pas laisser les autres se récupérer cette voix. Et tant qu'on restera dans ça et qu'on gardera la parole et qu'on imposera la parole comme on l'a envie, on gardera le contrôle. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'on fait depuis 3 ans des tournées de quartier, ces tournées de quartier où qu'on commence au mois de mai jusqu'à la fin de juillet et où on donne la parole à toutes ces personnes-là et de dire ma voix n'est pas la voix qui va porter celle de tout le monde, mais nos voix vont la porter. Il n'y a pas de porte-parole. Les porte-paroles ont étouffé nos voix depuis très longtemps, ont remonté nos voix, soi-disant nos voix, mais en fait, ils ont fait que l'étouffer. La preuve, mon frère en est mort. Les violences policières n'ont jamais été mises en priorité. Si les violences policières avaient été mises en premier lieu, en priorité, s'ils s'étaient battus comme le MIB l'a fait avant, on n'en serait pas là aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle de l'IGPN. Un rapport est sorti aujourd'hui. La police des polices s'est vue confier 1460 enquêtes judiciaires. En 2019, un chiffre en hausse de 23,7% par rapport à 2018. Ça s'explique notamment suite à la crise des Gilets jaunes. Les enquêtes pour violences policières ont bondi de 41% en un an. Est-ce que vous pensez qu'il y a un espoir possible dans la police? Déjà, il faut dissoudre l'IGGN ou les JPN, qui est un autre corps, en tout cas, qui puisse en venir juger ces policiers déviants, ces policiers racistes, ces policiers qui font subir la violence policière devraient être, en tout cas, les enquêtes devraient être faites par des personnes extérieures. Ça se fait dans d'autres pays, on le voit dans des pays européens frontaliers, où ce sont d'autres corps, d'autres personnes qui vont faire une enquête impartiale. Aujourd'hui, nous sommes dans une impunité policière énorme. Aujourd'hui, nous dénonçons cette impunité policière. C'est systémique. L'État a entretenu ça depuis très longtemps. Nous sommes dans une souveraineté où on garde ça, où on protège les policiers. Et les policiers vont devenir des victimes. Et le coupable va devenir... la victime va devenir un coupable. Le slogan Assa Traoré, c'est justice et vérité. Et la plupart de vos adversaires veulent vous réduire à un discours anti-flic. Moi, j'ai envie de dire... Quand mon frère va mourir, mon frère meurt dans une caserne de gendarmerie ce jour-là, le jour de ses 24 ans, le jour de son anniversaire, le jour où mon frère avait juste envie de faire un tour de vélo. Adama, quand il sort de chez nous, il prend son bob, sa chemise à fleurs,
et son Bermuda et il va faire un tour de vélo. Et mon frère va mourir sous le poids de ces 3 gendarmes. Mon frère va subir un plaquage ventral. Mon frère, quand il meurt dans une caserne de gendarmerie. Il n'y a pas que 3 gendarmes. C'est rempli, c'est une caserne de gendarmerie. Où sont aujourd'hui ces gendarmes pour dénoncer l'attitude et le comportement déviant de ces gendarmes-là? En fait, ce combat-là, on ne pourra pas le mener seul. On pourra le mener si eux, de l'intérieur, cassent tout ça. Il faut que eux puissent sortir ces brebis galeuses, faire honneur à leur uniforme. C'est une uniforme qui défend tant, mais il faut en faire honneur. Et pour en faire honneur, il faut qu'ils puissent dénoncer, eux, de l'intérieur, le comportement déviant, raciste et violent de tous ces policiers, de tous ces gendarmes. Et une fois qu'ils auront fait ça, là, je pourrais parler d'une bonne police. Mais à partir du moment où ils ne dénonceront pas, je mets tout le monde dans le même lot. Aujourd'hui, j'attends que les gendarmes qui étaient présents dans cette gendarmerie viennent dénoncer ce comportement-là. Et en fait, ils ont les cartes entre leurs mains. Ils peuvent le décider tout de suite, de dire je dénonce le comportement déviant de ces policiers-là et on fait honneur à notre uniforme. Donc il n'y a pas de haine anti-flic, comme l'écrivent vos détracteurs, il y a une volonté de justice. Aujourd'hui, nous, seuls les policiers et les gendarmes qui ont tué mon frère et les policiers qui sont déviants, racistes et violents, qui ont un comportement qui ne fait pas honneur à l'uniforme, bien évidemment, doivent sortir. Je les appelle des brebis galeuses, des personnes qui viennent salir en tout cas l'uniforme. Et j'attends que leurs collègues viennent le dénoncer. Parce que nous, on ne pourra pas le faire. C'est un cercle vicieux. Si eux ne le cassent pas de l'intérieur, on n'y arrivera pas. Nous préparons une prochaine mobilisation, mais qui viennent dénoncer le comportement. Et ceux qui se disent nous sommes des bons policiers, nous sommes des bons gendarmes, mais qui viennent le clamer haut et fort et le disent et pointer Comme du doigt. arrivé aux États-Unis. Qui viennent pointer du doigt les autres, ces policiers-là. Et aujourd'hui, nous, on demande juste à ce qu'ils soient condamnés, mis en examen pour Adama Traoré. C'est ce qu'on demande. Fin 2019, Alex, un policier noir exerçant à Rouen, a dénoncé ses collègues après avoir découvert dans un groupe WhatsApp dans lequel il s'échangeait des messages racistes, sexistes et antisémites. Des extraits de ces conversations sont à écouter dans un podcast d'Arte Radio. C'est sidérant. J'attends qu'une chose, c'est que tous ces gens crèvent. Voilà, en fait, donc je n'ai plus envie de sauver les gens. Je me dis que tous ces gens doivent crever. Ça régénérera l'espèce humaine et surtout la race blanche. Quand les féministes, les LGBT, les juifs, les bougnoules, les nègres, qui sont pas musulmans, tout ça vont commencer à se bouffer la gueule entre eux, tu manges ton popcorn, tu regardes la télé, tu aiguises tes armes et en fait, quand ils se sont bien affaiblis, tu achèves les bêtes. Ce pays mérite une guerre civile raciale bien sale. Il faut qu'ils crèvent ces chiens.